Allez, on se lance. Bonjour à tous, c'est Diane Seri, thérapeute et coach depuis 2016. J'accompagne les personnes atypiques à renaître, voire à naître tout court. Parce que c'est vrai que le sujet de naître à soi-même, se reconnaître, se comprendre, trouver sa place pour les personnes atypiques, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par les personnes atypiques ? J'entends les profils cognitifs et sensoriels atypiques. Donc, on parle d'hypersensibilité, de haut potentiel intellectuel, de TSA, troubles du spectre autistique. On parle également des personnes qui ont le TDAH, trouble dissociatif de l'attention et hyperactivité. Alors, il est rare qu'on ait tout ça en même temps, bien entendu. On peut en avoir plusieurs en même temps. J'accompagne des HPI qui sont Asperger, par exemple. La plupart de ces personnes ont des traumatismes forts et ont vécu des violences, des relations toxiques, dues au fait qu'elles ne se comprenaient pas et elles ne se reconnaissaient pas, dues au manque d'estime de soi et au manque de confiance en soi, qui mène effectivement à faire des mauvais choix quand on ne se comprend pas et à avoir du mal à réussir dans ce qu'on entreprend également et à se sentir mérité d'être heureux, de gagner de l'argent, d'avoir de belles relations, etc., même de faire des enfants. Alors les profils atypiques, beaucoup de personnes sont très angoissées, anxieuses, voire font des crises d'angoisse parfois. Ce sont des choses qui sont à prendre en compte par rapport à la création de son activité. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 grosses erreurs que je vois chez les thérapeutes qui débutent. L'objectif de cette vidéo, c'est que vous soyez actifs et même proactifs, que vous ayez déjà de quoi noter avant même que je l'ai demandé finalement, parce que vous êtes là pour comprendre et apprendre. Finalement, c'est ça, prendre sa vie en main. Et donc de prendre des notes sur ce que vous observez de vous-même dans ce que je vais pouvoir énoncer. Donc prenez des notes. Alors cette liste est non exhaustive, hein, bien entendu, il y en a d'autres que je vois. Première erreur, grosse erreur que je vois chez les thérapeutes qui débutent, le malaise face au fait d'être payé. Un espèce de malaise avec l'argent, un problème avec l'argent, du mal à voir la valeur de son propre travail. Des personnes qui n'osent pas avoir des tarifs à la juste hauteur, en fait, de ce qu'ils apportent. Donc, ce qui est important par rapport à ça, c'est de lâcher prise sur le résultat, en fait, parce que bien souvent, il y a le syndrome du sauveur qui se cache derrière, et on veut sauver la personne et être payé que le jour où on aura sauvé la personne, et encore, on va peut-être considérer que c'est normal de faire ça gratuitement. Sauf qu'on n'est pas là pour sauver les gens, on est là pour les aider dans leur démarche, dans leur cheminement, dans leur guérison, parce que leur guérisseur et leur sauveur, c'est eux-mêmes, et nous, on est là pour leur montrer la voie en tant que thérapeute. Que vous soyez énergéticien, que vous soyez thérapeute en hypnose, en PNL, que vous soyez coach de bien-être, que vous fassiez de la kinésiologie, que vous fassiez de la sophrologie, de la naturopathie. Dans tous les cas, vous n'êtes pas là pour faire le travail à la place de l'autre, et vous êtes là pour donner un cheminement, accompagner la personne, mais pas pour faire le travail à sa place, et pas pour assurer finalement des résultats. Voilà, je vais enlever ça. Voilà, on ne cherche pas un résultat, on cherche à être présent dans l'instant et à ressentir les choses. C'est là que se trouve la qualité du travail et de l'accompagnement. Donc l'objectif, c'est que quand vous êtes dans l'accompagnement, vous oubliez l'argent, d'accord ? Ça ne compte pas pendant la thérapie. Et ce que vous pouvez faire aussi, d'ailleurs, c'est un truc qui marche parfois, à vous de voir, vous posez la question, est-ce que je veux être payé avant ou après les séances ? Être payé dès l'arrivée de la personne, ça permet de se libérer par rapport à cette histoire de l'argent, c'est plus dans la tête. La personne qu'on accompagne, c'est pareil, elle l'a plus dans la tête. Mais ce qui est important, c'est de se dire, voilà, je porte pas le poids du monde sur moi, je suis là pour aider, pour accompagner, et pour faire prendre conscience à l'autre qu'il a les ressources, ou elle a les ressources, en lui, en elle. Et restez bien concentré sur pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour ça. Deuxième erreur fatale. Deuxième erreur que je vois très souvent chez les thérapeutes qui débutent. Ils ont du mal à trouver leur style. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont du coup du mal à avoir une vision claire de ce qu'ils veulent apporter.
quel est l'apport qu'ils veulent donner, qu'est-ce qu'ils veulent offrir, sous quelle forme, et destiné à qui ? Quels clients sont visés? Quel est le profil de personnes visées? Quelles sont les pathologies qui vous intéressent? Quelles sont les problématiques qui vous intéressent? Déterminez ce qui vous tient à cœur. Ce qui est important, c'est de déterminer aussi des choses à travers votre expérience, parce que votre expérience crée une certaine expertise, surtout si vous avez dépassé, en particulier d'ailleurs, si vous avez dépassé certaines épreuves de vie qui vous ont touché, ça résonne toujours avec vous, et c'est ça qui est le cœur en fait de ce que vous voulez apporter. Tu vas pouvoir aider les gens sur une douleur que tu connais. Ils sont en train de vivre une douleur et il faut que tu la connaisses, cette douleur, cette souffrance, que tu en es sorti. Et donc du coup, tu peux aussi te dire, ok, je veux aider tel type de personne sur tel type de problématique. Cette problématique peut être large ou elle peut être très précise, ça c'est à toi de voir. Mais il faut que tu saches le dire avec des mots. Et il faut aussi que tu saches à quel niveau est-ce que tu veux aider les gens, d'accord ? Parce qu'il y a peut-être des pathologies où à un certain niveau très élevé, tu ne pourras pas les aider. Donc, à partir de quel niveau est-ce que tu peux les aider ? Des fois, on ne peut pas forcément à bas niveau parce que ça fait trop longtemps qu'on a dépassé ça et on ne sait même plus ce que ça fait. Si toi, ça fait 30 ans que tu as dépassé ta dépression, ou 20 ans, tu te souviens plus comment c'était le début, tu vois. À ce moment-là, tu vas peut-être aider des personnes qui sont dans une dépression très forte parce que tu vas te souvenir les moments où c'était le plus fort avant que ça s'améliore. Par exemple, ok, je veux aider les personnes qui sont à quel niveau ? Dans la douleur, dans la tristesse, dans la dépression, dans la recherche de soi, dans le burn-out, dans les relations toxiques, peu importe le sujet, mais justement, il faut que tu le connaisses. Et ça t'empêche pas d'être ouvert aux autres. Tu peux avoir une clientèle ouverte. Mais à un moment, il faut que tu aies une expertise précise et que tu dises « moi j'ai une spécialisation ». Parce qu'il y a un sujet sur lequel j'avance plus que sur les autres. Et ça, pourquoi c'est important ? Parce que tu vas attirer des personnes. C'est pas juste genre l'univers qui va t'envoyer des gens au pif, ça va être toi qui vas diriger ton énergie. Alors pourquoi est-ce que des thérapeutes ont du mal à trouver leur style ? Déjà parce qu'ils ont peur de se tromper, mais les gars, les filles, vous êtes chef d'entreprise. Ok. Vous n'avez aucun compte à rendre à personne sur vos décisions. Vous avez plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années pour effectuer un virage à 180 degrés si vous le désirez. Vous pouvez très bien pendant 2-3 ans vous intéresser aux relations toxiques. Et puis finalement, quelques années plus tard, c'est un autre sujet qui vient parce que votre vie a changé et ça ne posera absolument aucun problème. Parce qu'une entreprise, ce n'est pas quelque chose qui est statique, où vous devez avoir toujours le même sujet absolument tout le temps dans votre vie. Mais vous pouvez vous dire, voilà, là actuellement, ce qui me tient à cœur, c'est ça. Même si pendant 3 ans, vous bossez sur un sujet, 3 autres années, un autre sujet, 3 autres années, encore un autre sujet, etc. Vous allez voir que ces sujets, ils se recoupent et qu'ils ont un point commun. Et que c'est ce point commun que vous avez toujours voulu aborder et que c'est grâce à cette exploration, parce qu'il s'agit d'une exploration. Vous êtes en train d'explorer votre potentiel à travers votre entreprise. Votre entreprise est un outil de développement personnel pour refléter ce que vous avez dans le ventre. Ce que vous avez dans l'esprit, ce que vous avez dans l'âme, ce que vous avez dans le cœur. Il est important d'y aller dans un esprit de souplesse en fait, et de se positionner et de voir qui on attire. Qui j'attire quand je me positionne comme ça ? Est-ce que ça me convient ? Oui, très bien, je continue. Ça me convient pas ? C'est pas grave, je peux changer. Et du coup, ça vous aide en fait à sillonner, à avancer sur votre chemin, à le découvrir, parce qu'un chemin ça se décide pas, ça se découvre, et d'accueillir cela. En fait, c'est une information sur votre vie ou sur ce que vous attirez naturellement. La 3e erreur que je vois souvent, c'est la peur de se mettre en avant, la peur de parler de soi, la peur de communiquer, de poser des mots, de faire des photos, de faire des vidéos, de faire un site internet, d'ouvrir un compte Facebook,
TikTok, Instagram, si vous avez un site internet, si vous avez Google, si vous êtes référencé sur Google, vous pouvez avoir les avis de vos clients. Bon, ça, c'est des choses à demander. Donc, la peur de parler de soi, c'est se bloquer sur plein de choses. C'est la peur de prendre des prestataires de communication, c'est la peur de se lancer sur les réseaux sociaux, c'est la peur, ne serait-ce que d'avoir certaines discussions, parce que se lancer, c'est pas forcément se lancer sur Internet. Parler de soi, c'est pas forcément sur Internet. C'est je parle aux gens et je rayonne mon énergie de thérapeute, d'énergéticien, de naturopathe, de sophrologue, de ce que vous êtes en fait. Et donc c'est une histoire vraiment de se mettre en avant. Ce qui se cache derrière, c'est la peur de réussir et la peur d'être vu. Deux choses. Vous allez me dire, la peur de réussir, non, moi je veux réussir. Non. Quand on réussit pas, c'est qu'on a un blocage par rapport à la réussite et que par exemple, émotionnellement, on n'est pas sûr de réussir à gérer cette réussite, que ça peut créer du stress, que la réussite crée des nouvelles responsabilités différentes, ok, et que quelque chose dans votre inconscient le sait très bien et vous dit ça, je suis pas sûre. La réussite, ça veut dire attirer le regard des gens. Ça dépend de votre vision de la réussite, mais la réussite, ça peut aussi vouloir dire gagner plus d'argent. Et si vous avez un problème avec l'argent, mais qu'est-ce que je vais en faire ? Je vais culpabiliser. Bon, si la réussite, ça me fait culpabiliser, je vais pas réussir. Voilà ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc il y a la peur de réussir, il y a la peur d'être vu, d'être pointé du doigt. Ah, regarde ce qu'elle fait, elle. Ah, je la connais. Ah, tata. Bon, ok. Donc on est dans la peur aussi du regard des autres. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment te recentrer sur toi, te reconcentrer sur toi, sur ce que tu fais, sur ce que tu contrôles. En fait. Parce que tu ne contrôles pas les autres, tu ne contrôles pas le regard des autres, tu ne peux pas contrôler ce que les gens pensent de toi, c'est hors de ton contrôle, donc pourquoi s'en soucier ? Et finalement, la seule chose que tu peux contrôler, c'est comment toi, tu perçois les choses, quelles sont tes interprétations de ce que les autres disent de toi. Quand on a peur du regard des autres, on génère des réactions étonnantes de la part des autres qui n'auraient jamais été générées si vous n'aviez pas eu peur. Donc il faut prendre ça en compte et revoir ta zone de pouvoir. Parce que tu n'as le pouvoir que sur toi-même finalement, et c'est à travers toi que tu peux éventuellement avoir du pouvoir sur l'environnement, mais si tu ne prends pas le pouvoir de toi, et que tu ne te recentres pas sur toi, tu ne vas pas pouvoir influencer les choses. Et reprendre ta vie en main et prendre les bonnes décisions. Et donc finalement ta zone de pouvoir, c'est quelque chose de tout petit. C'est la bulle de ton énergie, c'est ça ta zone de pouvoir. Et après cette énergie, t'en feras ce que tu veux. Alors Chapi me prouve qu'effectivement il est hors de ma zone de pouvoir, n'est-ce pas ? Il n'y a que ma réaction que je peux gérer. C'est la seule chose que je peux gérer. Ma réaction, ma réponse. Quelle est ma réaction ? Est-ce que ma réaction me convient ? Quand tu lis, tu crées ta bulle. Quand tu écoutes ta musique, tu crées ta bulle. Et tu restes concentré. Et tu oublies ce qui se passe autour de toi. Et tu es juste en train de vivre ce qui se passe dans ta bulle et dans ta zone de contrôle. Dans ta zone de pouvoir. Finalement, tu continues de faire ce que tu es en train de faire, sans faire attention au monde extérieur. Et donc ce que je t'invite à faire, c'est continuer d'avancer sans alimenter ta propre peur. Il y a la méditation qui peut t'aider pour ça. Les sports qui aident beaucoup à la concentration et au focus que je connais, il y a le golf, parce que le golf, le regard des autres, il est partout. Donc vraiment le golf, équitation, le théâtre, le tir, l'apnée, la natation, voilà, tous ces sports-là, si vous avez des idées, donnez-les dans les commentaires. Tous ces sports-là qui te forcent à être complètement focus et en fusion. Finalement, tu fusionnes avec ce que tu fais, ce que tu es, ton esprit, ton corps, parce que tu dois être totalement présent à ce que tu fais. Il pourrait y avoir une bombe qui explose à côté que tu n'entendrais pas. Quatrième erreur que je vois souvent chez les thérapeutes qui débutent, ils osent pas faire du sur-mesure adapté à eux. Alors, en plus, comme la plupart ont des profils atypiques, faut pas commencer à faire des méthodes random que vous avez vues chez... quand un coach vous dit « faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça », non, parce que chacun a sa propre sensibilité, chacun a ses propres talents,
D'accord ? Il n'y a pas une méthode pour tout le monde. Il y a une méthode qui a marché pour une personne à un moment donné avec la psychologie qu'avec cette personne à ce moment-là, dans les conditions économiques du moment, à l'endroit où elle était, etc. Et vous n'êtes pas cette personne, vous n'êtes pas au même endroit, c'est pas au même moment, etc. Prendre exemple sur les autres et se dire je vais faire comme les autres, c'est intéressant à tester, mais toujours se remettre en question sur est-ce que ça marche pour moi ? Qu'est-ce qui marche pour moi ? Ce qui marche pour moi, je continue. Ce qui marche pas, j'arrête. Et donc, il est important d'oser faire du sur-mesure qui est adapté à soi. Quand on n'ose pas faire du sur-mesure pour soi, on n'a pas de cadre, on n'a pas de protocole, on fait pas attention au temps, on ne sait pas si on préfère faire des trucs en groupe ou en solo, ou en visio. On veut rentrer dans des cases de normalité, et on se pose pas la question de si je fais du sur-mesure, finalement je sors des cases, et ça c'est l'histoire des atypiques, sortir du moule, et faire un truc à sa sauce. À sa sauce et en fonction de ses besoins, et de sa sensibilité. Non mais en gros, on se force à faire des trucs qui prennent notre énergie, qui nous passionnent pas, et en plus qui vont faire que malheureusement on va peut-être arrêter notre métier plus tôt que prévu parce que on va s'épuiser en fait. Vous oubliez en fait que votre entreprise, elle est là pour vous, elle est à votre service. Vous n'êtes pas au service de votre entreprise, c'est votre entreprise qui est à votre service. Donc l'objectif c'est que ce soit fun, que ce soit agréable, que ce soit stimulant, que vous vous sentiez bien, détendu, en harmonie dans ce que vous faites, que vous soyez pas en train de recréer une prison, c'est très important, moi ça m'est arrivé. Ok, donc vous devez faire preuve de créativité. Essayez des trucs. Suivez vos passions, suis tes envies, tes rêves d'enfant, expérimente des nouvelles choses dans la thérapie. Donc par exemple, va à des stages de communication animale, de psychocorporel, voilà, tout ce que tu as envie d'expérimenter, d'apprendre, vas-y. Parce que parfois il y a des pratiques qu'on aime mais qui nous prennent trop d'énergie. Et finalement, on découvre d'autres pratiques et on va les assembler. Et on va créer, tac, 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 comme ça, une méthode qui est sur mesure pour soi et qui ne nous fatigue pas. Et qui, en plus, nous rapporte plus d'argent parce qu'on a des meilleurs résultats puisqu'on est en meilleure forme. Vous êtes là pour aider des gens à aller bien. Donc ça veut dire que vous devez vous aider à aller bien. Sinon, vous ne leur donnez pas le bon exemple. On ne transmet pas ce qu'on dit, on transmet ce qu'on fait et ce qu'on est. Il faut vous écouter là-dessus, faire du sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre sensibilité. C'est très 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 important pour les thérapeutes parce qu'on est très tourné vers nos clients, nos patients. Et finalement, on s'oublie. On est tellement « je suis au service des autres ». Non, t'es au service de toi-même, d'accord ? Et ça va rayonner sur les autres. 5e erreur. Je l'adore. C'est une de mes préférées, celle-là. 5e erreur que je vois beaucoup chez les thérapeutes qui débutent. Ils n'osent pas recadrer leurs clients. Ouais, j'ai bien dit ça. Ils n'osent pas recadrer leurs clients. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils n'osent pas poser le cadre et les codes. Ils n'osent pas dire « Stop, je peux pas te laisser aller plus loin dans tes affirmations négatives. Je me permets d'intervenir sur votre comportement. Il faut arrêter ça, sinon on va pas pouvoir avancer. » Vous avez le droit aussi d'exprimer vos doutes et vos ressentis. Quand tu me dis ça, j'ai l'impression que tu te mets en apnée. Est-ce qu'on peut en parler ? Qu'est-ce que tu en penses ? Voilà. Ok. Ça, c'est du recadrage aussi. Poser des questions. Mais ne pas laisser quelqu'un faire quelque chose où vous avez un sentiment désagréable, ou un sentiment agréable d'ailleurs, et ne pas en faire mention et le laisser continuer à dériver. Ne laissez pas vos clients partir dans tous les sens par rapport à la thérapie non plus. Je sais que c'est pas toujours facile parce que, par exemple, les personnes qui ont un TDAH, c'est compliqué en fait de les recadrer, mais en fait il y a des façons de les recadrer qui sont dans l'amour et dans l'accueil. Et en fait, plus on les accueille, plus ils acceptent et ils trouvent ça même agréable d'être recadrés parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à le faire. Donc il faut recadrer. Moi, quand je fais des thérapies de couple, régulièrement, je suis obligée de recadrer un des deux partenaires parce qu'il y en a un qui commence à semer la zizanie dans la thérapie, en fait. Parce qu'il veut pas avoir une discussion émotionnellement inconfortable.
Voilà. Et quand je dis recadrer, c'est pas être méchant, c'est pas tout ça, c'est dire, bah, là, j'ai vraiment la sensation que tu es en train de fuir la discussion, est-ce qu'on peut faire pause pour en parler, parce que de toute façon, ça sert à rien de continuer si tu es en train de fuir. Réglez les choses dans l'instant. Vous êtes le maître des lieux. J'insiste, vous êtes là pour les aider, pas pour passer de la pommade en fait. Les gens vous font confiance, ils sont là pour changer, avancer, ils sont pas là pour stagner et continuer à avoir des comportements qui leur posent problème devant vous et que vous ne disiez rien. Ils sont là pour remettre en question leur manipulation, leur fuite, leur dépendance, leur stress, leur questionnement, leur manque de confiance en eux, manque d'estime de soi, et vous êtes là pour pointer du doigt quand ça se présente et que vous disiez c'est en train de se présenter à l'instant, donc on va en parler maintenant tout de suite. C'est ce que je te propose. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Ok? Ils vont vous parler de leur système de défense, vous allez les voir en action. Et vous devez sentir et leur dire ce que vous en pensez en tant que professionnel. Sinon, c'est un peu comme voir une erreur de texte de quelqu'un qui vous a donné à corriger son livre, et vous lui dites non, j'ai rien vu, y a rien qui cloche. Et la personne va publier son livre, alors qu'elle vous l'a fait lire, et vous avez dit non, et elle va se retrouver dans la merde après, en fait. Ok, donc faites attention quand même à ça, c'est quand même une erreur qui peut changer complètement votre positionnement en tant qu'être humain, en tant que thérapeute. En conclusion, pour terminer cette vidéo, ce que je t'invite à faire, c'est à prendre une autre feuille. Et là, on va prendre 2 minutes pour noter tout ce qui te vient à l'esprit, toutes les idées qui vont foisonner dans ton esprit grâce au fait d'avoir vu cette vidéo. La feuille où tu as pris des notes, tu la mets de côté pour l'instant, tu l'oublies. Tu prends une autre feuille blanche où tu tournes la page, voilà, et tu notes tout ce qui te vient à l'esprit. Je vais mettre le chronomètre sur 2 minutes. Alors, attention, c'est la première apparition de la kalimba dans mes vidéos. Elle est magnifique, hein? Ah. Donc tu notes tout ce qui te vient à l'esprit. C'est vraiment juste, sans juger, c'est juste pour poser les choses et que ça traîne pas dans ta tête, en fait. Hein. C'est ça l'objectif. T'es prêt? C'est parti. Et voilà, les 2 minutes sont passées. Bien, maintenant tu vas pouvoir relire tes notes, ok, et en sortir des objectifs parce que ça va t'inspirer, ces notes,
ces envies de mettre en place des choses vont t'inspirer des objectifs qui vont te paraître peut-être plus réalisables, plus atteignables ou plus motivants. Ok, des objectifs peut-être de chiffre d'affaires ou par rapport à tes nouveaux clients, par rapport à ta vision, par rapport à ce que tu veux accomplir, où tu veux aller, ce que tu as envie de créer, peut-être un nouveau service, un nouveau lieu de rencontre, un nouveau groupe de partage. Ou alors ça peut être aussi des initiatives pour ton confort personnel ou pour ton énergie, ça aussi ça peut être un objectif. Ensuite, tu pourras mettre en place un plan d'action où tu vas lister les actions utiles et réalisables pour atteindre ton objectif. Et ensuite, tu vas pouvoir surligner les 3 actions qui apporteront le plus de résultats à tes yeux. Par rapport à ces 3 actions, ensuite, tu vas lister les étapes pour chacune de ces 3 actions. Quelles sont les étapes de mise en place? Quelles sont les étapes de réflexion? Quelles sont les étapes de préparation émotionnelle pour passer à l'action? Et ensuite, tu prendras ton agenda et tu vas planifier ces étapes et ces actions. Voilà. Si tu sens des difficultés pour mettre en place cette gestion, pour ressentir en toi ce qui est vraiment motivant, que tu as besoin de quelqu'un pour te conseiller, pour trouver tes marques, pour te motiver, pour retrouver confiance en toi, à ce moment-là, je t'invite à me contacter. Tu peux aussi me poser des questions par mail à dianeserie22@gmail.com et je répondrai dans les plus brefs délais. Voilà. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Sinon, on se retrouve sur Facebook et sur YouTube. Je vais très certainement reprendre un peu le compte TikTok. Donc, à très vite sur toutes les plateformes.